C'est bon, Pélé? Ok. Bonjour à tous. Donc avec Ludovic, on s'est donné un défi, c'était de développer le site web qui allait annoncer le nouveau président de la République le soir du 6 mai, du dimanche 6 mai à 20h. Voilà. Donc on a développé ce site web, on a choisi une infrastructure qui s'appelle App Engine pour l'héberger. Et je voulais que tu montres un petit peu si ce site web il était capable de tenir la charge. Donc on a fait quelques tests de charge quand même avant de démarrer le jour J. Tu peux l'administration? Donc voilà le site web live sur le domaine name adspot.com. Donc la console d'administration, la voilà. Donc on peut voir qu'on a fait appel à la communauté. Et la communauté s'est chargée de nous faire un petit test de charge. On voit qu'on est monté à quasiment 200 requêtes par seconde. Et puis le site a tranquillement tenu la charge en fait. Voilà. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce qu'on peut configurer ça facilement? Donc là c'est la charge, ça c'est le billing parce que c'est un coût. Donc on a dépensé exactement 20 cents de budget pour aujourd'hui. On a accueilli quand même quel trafic? Combien de requêtes on s'est pris? On s'est pris presque 200 000 requêtes, 179 000 enfin, sur la page d'index pour s'amuser. Donc hors des images, etc. Hein, bien sûr. Ici. Ok. Est-ce que tu peux montrer comment est-ce qu'on peut choisir le nombre de machines qu'on veut, la typologie de machine? Dans Application Settings, on peut configurer le type d'instance front-end qu'on va utiliser. Là, on a mis une instance de type F4 avec 2 GHz, seulement 512 mégas de mémoire, et on a mis à 20 instances maximum. Donc là, en prenant ce slider, je peux monter à illimité ou automatique, c'est-à-dire que ça va augmenter jusqu'à temps que j'atteins le quota que je me suis fixé par jour. Donc mon quota par jour que je me suis fixé, c'était... Combien on a le droit de dépenser par jour? C'est exactement celui-là, donc c'est 10 millions de dollars par jour. Okay, donc je pense qu'on va pour 10 millions de dollars le soir des élections, on devrait pouvoir tenir la charge. Quoi. Ok, ça devrait être bon. Donc l'idée d'App Engine, c'est quoi? C'est de développer une application, de la déposer sur l'infrastructure Google, et après de s'appuyer sur Google pour garantir la montée en charge. On le voit, c'est assez simple. Il suffit de dire quel budget on va allouer à notre site web. Et puis, tant qu'il y a du budget, ça va consommer de la ressource. Et puis, quand il n'y aura plus de budget, on sera en hors quota. Voilà, et on peut aller jusqu'à... Enfin, c'est pas... jouer contre App Engine, c'est un peu jouer contre le casino. C'est-à-dire qu'ils auront toujours des serveurs pour servir des requêtes. Il ne faut pas s'inquiéter. On a vu, là, vous avez juste à bouger un slider et vous dites jusqu'à combien de serveurs vous voulez. Et puis, ce sera les serveurs qui vont accueillir le trafic. Voilà. Donc durant cette présentation, on va vous parler un petit peu de la puissance d'App Engine, quelques exemples d'utilisation, des cas réels. Voilà, c'est des cas avec de grosses charges ou plus des expérimentations. Et puis après, on va faire le détail des API Google. Plus que des API, il faut plutôt considérer App Engine comme un système qui offre des services packagés clés en main, en fait, prêts à être utilisés. Bon, donc tu es Didier, moi je suis Ludovic Champenois, je travaille à Mountain View et San Francisco dans l'équipe App Engine, donc je suis ingénieur, je m'occupe de la partie Java. Tu es développeur ou chef de projet chez Google? Je suis un software engineer, donc il y a software engineer et puis le reste. En gros c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie. Ok. Moi, chez Sphere, j'ai l'habitude de dire mon métier, c'est développeur, et actuellement, ma fonction, c'est directeur des opérations et innovation chez Sphere. Voilà. Alors déjà, qui a déjà entendu parler du cloud? Donc là, vu le nombre de sessions qu'il y avait, tout le monde doit lever la main. Celui qui ne lève pas la main, il y a un souci, quoi. Ok. Qui est-ce qui a déjà développé une application qui va sur le cloud? Oh, il y a quand même pas mal de gens. Et qui est-ce qui l'a fait sur App Engine? Il y a quand même, du monde. On a un public d'avertis. On va apprendre des choses alors. Voilà, peut-être. Ok. Donc on s'est mis dans un petit scénario. Nous sommes en 2000. Donc en 2000, on parlait encore en francs. On est une petite start-up. On vient de lever 1 million de francs. Et puis c'est le moment de se dire, on va développer un site web. Il va sûrement être à fort succès. Et il faut qu'on commence à construire l'infrastructure de ce site web. Donc pour construire cette infrastructure, il va falloir que j'embauche un ingénieur système, un gars qui va être capable de me configurer le réseau,
enfin tout un ensemble de personnes qui vont m'aider à construire l'infrastructure qui va permettre d'accueillir le trafic. Et donc pour ça, je vais voir le patron de la start-up. Moi, je suis responsable de l'infra. Je lui dis voilà, pour monter ton infra, il me faut à peu près 500 000 francs. Donc sur le million, tu m'en donnes la moitié, et moi, je te monte une infrastructure qui va encaisser la charge. Voilà. Et puis après, je lui dis, ben, tu vas un peu vite, mais donc pour les 500 000 francs, voilà ce que tu auras. Donc pas mal de cuivre. Et puis voilà. Maintenant, nous sommes en 2012. Si on revient me voir, donc il y a eu un petit peu d'inflation. Maintenant, on n'est plus à 1 million de francs, on est à 1 million d'euros. Donc je viens de lever 1 million d'euros. Et puis il y a mon patron, le patron de la start-up vient me voir et me dit, ben maintenant j'ai envie de monter le site web, l'infrastructure pour accueillir tout ça, de combien tu as besoin. Je lui dis, ben, reste tranquille, on va d'abord se concentrer sur le fonctionnel, et puis on va s'appuyer sur des infrastructures cloud pour tout ce qui va être monté en charge, et puis si jamais on a le succès, eh ben, on aura forcément des rentrées d'argent, et ça ira bien. Donc pour ça, ben, on va s'appuyer sur une solution qui est fiable, performante et sécurisée, qui s'appelle App Engine. Voilà, donc App Engine, qu'est-ce que c'est? Il faut simplement le voir comme le moteur de vos applications web. Donc qu'est-ce que c'est plus concrètement? C'est le data center de Google. Donc quand vous déployez une application sur App Engine, en fait, vous allez déployer votre application sur l'infrastructure Google. J'irai même plus loin, c'est-à-dire que vous allez bénéficier de la même infrastructure que Google. On parle de dog food. Donc il faut savoir qu'en interne, Google utilise aussi App Engine pour développer ses services. Donc souvent, on entend parler de gens qui font du PaaS. Quand ces gens viennent vous présenter leur plateforme PaaS, il y a une question que je vous invite à leur poser, c'est est-ce que vous-même, vous utilisez votre plateforme PaaS pour faire de la montée en charge? Voilà. Chez Google, c'est le cas. On parle de dog food. Qui connaît cette expression, dog food? Ok. Donc le dog food, c'est quoi? Ben, c'est utiliser le produit qu'on est en train de créer. Donc Google utilise App Engine pour développer ses propres services. Après, on va voir un petit peu différents cas d'utilisation dans lesquels ça peut être intéressant d'utiliser App Engine. D'abord, App Engine, pour moi, c'est une histoire d'ambition. Je vais vous citer un exemple. Vas-y, tu peux y aller, ouais. Donc, c'est une solution qui est simple et puissante, App Engine. En gros, vous lui dites, bah, moi, j'aimerais avoir un site qui puisse encaisser 100 requêtes par seconde. Vous adressez à votre génie, puis tiens, je te donne App Engine. Je voudrais un site qui soit capable d'envoyer des milliers d'emails. Vous adressez à App Engine, le génie App Engine, et il vous l'offre. J'aimerais un site qui me permet, un système qui me permet d'accueillir des terras de données. Vous vous adressez à App Engine et il va être capable d'accueillir ça, en fait. C'est vraiment le génie qui va vous apporter énormément de puissance de manière très simple. Voilà. J'ai un exemple là-dessus. Donc, il y a un développeur, qui est d'ailleurs dans la salle, qui a développé un outil d'aide à la conduite, en fait. Donc, un outil d'aide à la conduite, c'est quelque chose qui va vous permettre de découvrir les zones de danger en France, plus communément appelées radars. Donc, cette application, c'est à bon entendeur. C'est Didier qui l'a développé, hein. Pour la petite histoire. Donc, il est très humble. Et donc, dans cette application, en fait, donc le back-end de l'application, c'est effectivement App Engine. Et puis, donc, moi, je suis simple développeur. J'ai pas les moyens de m'acheter une infrastructure, même simplement de louer la quantité d'ordinateurs qui serait nécessaire pour faire tourner ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur App Engine. Et par exemple, les soirs de la Toussaint, c'est le record. J'ai eu, je crois, 6300 utilisateurs simultanés, ce qui faisait 60 requêtes par seconde sur les serveurs. Donc voilà, App Engine, c'est ça. Ça va permettre à quelqu'un qui a une idée, une envie de créer son projet, de le déployer et de pouvoir bénéficier d'une très grosse infrastructure. Donc vous allez mettre App Engine en face d'un certain nombre de personnes qui vous auraient été nécessaires pour configurer toute votre infrastructure. Après, bon, souvent quand on parle du cloud, on parle d'argent. Donc c'est aussi une histoire d'argent. Donc pour revenir sur l'exemple à bon entendeur, c'est une application qui a été téléchargée maintenant plus de 850 000 fois. Elle a pas mal de trafic, elle est lancée entre 50 et 100 000 fois par jour. J'ai eu des pics à 130 requêtes par seconde. C'est quoi le coût de tout ça par jour? Quelqu'un a une idée? Non. Non? Bon. Zéro? Non, ce serait trop beau. Non, c'est 2 cafés en fait. 2 cafés, pas au Marriott, hein, c'est 2 cafés de la machine à café, quoi. Voilà. Sinon, ça pourrait devenir cher, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une infrastructure
Et puis avec des coûts minimums, louer 1 heure de CPU sur App Engine, c'est un peu plus d'une dizaine de centimes de dollars en fait. Ça vous donne un peu une idée. Et sachant qu'en quota gratuit, vous avez 24 heures gratuites. Vous allez commencer à payer après 24 heures de CPU en fait. Donc vous avez une machine qui est gratuite et vous allez commencer à payer après 24 heures gratuites. Après, App Engine, c'est une histoire de performance. Donc le scénario qu'on vous a déroulé tout à l'heure sur l'élection présidentielle, il faut développer un site web qui va avoir une très forte charge à un instant donné. C'est issu d'un scénario réel. Un jour, Barack Obama a demandé à son DSI de développer un site web qui lui permettrait d'avoir une séance de questions-réponses avec les internautes. Voilà, donc c'est un site web qui va avoir une durée de vie très limitée, puisque ça va être la durée de vie de la séance de questions-réponses sur Internet. Et puis, potentiellement, tout Américain pouvait déposer une question sur le système, voire voter pour une question. Puisqu'après, il y avait un système de classification et Obama répondait aux questions qui avaient reçu le plus de votes, en fait. Voilà, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a eu quelques fuites avant que ce soit annoncé. Il y avait déjà sur le site pas mal de requêtes. On est monté à 100 requêtes par seconde au moment de l'annonce. Après, voilà, il y a eu un petit creux. Ensuite, ça a commencé à passer sur les channels de télévision. Et puis là, on est monté à 300 requêtes par seconde. C'est redescendu. Et puis, il fallait poser sa question avant 9h30. Et donc là, on est monté à plus de 700 requêtes par seconde sur les serveurs. Et puis après, ça s'est écroulé. Donc voilà, ça, c'est un scénario typique qu'avant l'émergence de ce type d'infrastructure, on n'était pas capable d'adresser en fait. Là, l'idée, c'est vraiment, je prends une infrastructure pour un temps très court en fait. Si tu veux rajouter des points, Ludo. Non. Bon, App Engine, c'est aussi une histoire de sérénité. Donc c'est important en tout cas de se dire, déjà, je vais bénéficier de l'infrastructure Google. Si l'infrastructure Google tombe, voilà, tout le monde est au courant. C'est pas très grave pour mon petit site à bon entendeur. De toute façon, je pense que l'internet est tombé si Google tombe. Voilà. Donc, je suis vraiment tranquille. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise sur à bon entendeur. J'ai jamais eu de panne. Ça, c'est le nombre de requêtes qui sont actuellement traitées. Donc, c'est des chiffres peut-être qui datent un peu. D'ailleurs, c'est plutôt du mi-2011 ou début 2011. Donc, début 2011, on était à 3 milliards de requêtes par jour traitées sur App Engine. Voilà, ça vous donne un peu une idée du volume de requêtes qui est traité actuellement par cette infrastructure. 300 000 applications et il y avait plus de 100 000 développeurs qui s'étaient inscrits pour tester le système. Voilà. Bon, ce qu'il faut aussi indiquer sur ce graphe, c'est que d'abord on a plusieurs runtime. Il y a Python qui a démarré l'App Engine, maintenant il y a Java, il y a Hugo récemment. Regardez la courbe, là, donc c'est la courbe jusqu'à la fin de l'année 2011. En fait, c'est juste avant la fin d'année qu'on est passé de mode preview à mode production. Donc depuis quelques mois, c'est un vrai produit, complètement supporté et garanti par Google. Avant, c'était un mode preview. Donc on avait un tout petit peu changé les prix. Il y a eu une polémique qu'on augmentait les prix, mais en fait, ça avait été toujours décrit dans les documentations que les prix de la preview pouvaient changer. Donc effectivement, on a un petit peu baissé autour de fin 2011 et regardez la croissance après. Donc en fait, les gens se sont aperçus que le tarif qu'on propose pour être profitable, parce que le but de notre business, c'est d'être profitable, était très très compétitif. Ouais. C'est un élément important sur un bon entendeur. Si j'avais codé un petit peu comme un cochon en me disant de toute façon c'est gratuit, donc je peux utiliser toutes les ressources que je veux. À ce moment-là, ça m'aurait coûté une trentaine de dollars par jour si j'avais pas à tuner en fait. Donc Google a annoncé pendant un mois, en gros, on a eu la possibilité de tuner son application. On voyait le futur prix en fait qu'on allait devoir payer. Donc là, j'ai tuné mon application et je suis retombé dans des prix normaux en fait. Donc c'est un problème de tuning, c'est très important. Ouais. Donc il faut bien comprendre les concepts et les services qu'on utilise et les utiliser de manière optimale, et c'est possible. Voilà, donc quelques exemples de sites. Voilà, donc ce qu'on peut dire, ça c'est des références, de véritables références. Qui connaît Rovio? Ok. Vous allez le connaître dans peu de temps. Voilà. Khan Academy? Non. Ok. Donc, ça c'est Rovio. Rovio, c'est Angry Bird. Angry Bird sur Chrome, en fait, tourne sur App Engine. C'est inimaginable les demandes de fichiers statiques, et puis il gère les scores en ligne, vous pouvez voir vos copains, etc. Donc c'est assez marrant, c'est un des très gros clients App Engine. Ouais, c'est un très très gros trafic.
Voilà. Donc l'autre, c'est Khan Academy. On entend beaucoup parler en Californie. Ça va arriver éventuellement en France. Ce sont des cours de maths ou de physique pour les enfants en vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à l'école, et souvent les jeunes étudiants très jeunes américains décrochent à l'école, en fait, il y a des cours très très bien faits en ligne, et c'est en cours de traduction en français, donc le site va aussi arriver en français. Donc vos enfants, éventuellement vous, pourrez revoir les cours de maths de manière très très pédagogique. Un des top numéros dans les 10 premiers de Google vient de passer le CTO de Khan Academy, et bon, bien sûr, il utilise App Engine pour ce nouveau site qui est en pleine croissance. Autre exemple, donc là on a vu des gros sites web. Donc nous chez Sphere, on reprend l'exemple de la start-up. Voilà, on est en train de développer un produit qui va permettre de faire des espèces de Google présentations à la GitHub. Donc on pourra forker de manière très simple. On est directement parti sur App Engine en fait. Donc vous pouvez d'ailleurs le tester dès maintenant. Ça c'est sur l'URL, c'est data-press.appspot.com. On peut directement développer notre application, la tester, la rendre visible, etc. Et quel est le quota billing que tu as mis par jour parce que pour l'instant, oui, on est à 0 et ça se passe très bien. Non, ok, mais bon, ne tapez pas trop la presse en même temps. Ouais. Non, mais je pense que ça devrait aller. C'est assez bien codé. Essayez de faire tomber. Comme ça, peut-être vous verrez l'écran, plus de quota. Ok, donc App Engine, au final, c'est quoi? C'est un serveur d'application cloud. C'est-à-dire qu'au départ, App Engine, ça n'a pas été construit comme je prends un serveur d'application J2EE et je le porte sur le cloud. C'est-à-dire, je prends un container de servlet, d'accord, et je m'arrange pour que ce container de servlet puisse fonctionner sur le cloud et scaler de manière automatique. Donc gardez bien ça en tête. Bon, ça ne veut pas dire que des bonnes API Java EE ne tournent pas sur App Engine. Par exemple, vous pouvez faire du JAX-RS, du RESTful Web Services. Vous pouvez faire de bin validation. Maintenant, depuis très peu de temps, vous pouvez faire du JPA 2.0 qui appelle une base de données SQL, etc., etc. Par contre, il y a des API exotiques que peu de gens utilisent qui n'ont aucun intérêt à être supportés sur l'App Engine. Voilà, donc retenez bien ça. C'est pas un serveur d'application qui a des gènes J2EE, c'est vraiment un serveur d'application cloud. Il a été pensé pour ça en fait. Donc quand on développe, quand on travaille autour d'App Engine, il y a vraiment deux moments. Il y a le moment où on travaille avec l'environnement de développement. Donc c'est le App Engine SDK, ça vous permet de développer, de coder, ça vous permet de tester et de déployer. C'est vraiment très simple de faire ça. Hein. Pour coder, vous êtes dans Eclipse avec un plugin, ou vous pouvez le faire aussi dans NetBeans et dans IntelliJ. Après, ou Command Line. Voilà. Vous avez un véritable environnement de test, d'accord, qui va vous permettre de tester votre application. Et puis après, vous avez tout le système qui vous permet de déployer. Le déploiement se fait au-dessus d'HTTP. Donc même si vous êtes dans une entreprise cachée derrière des firewalls qui ferment des ports, etc., en général, le port 80, il est ouvert. Donc vous pourrez quand même déployer vos applications sur le cloud. Pour la petite histoire, j'ai eu un problème sur un bon entendeur. J'étais en vacances, j'avais ma machine, j'avais une 3G à travers mon téléphone. J'ai partagé ma connexion, j'ai corrigé le bug, j'ai partagé ma connexion et j'ai fait une mise à jour à travers mon téléphone. Ça se fait. Et puis après, deuxième espace de travail, c'est la console d'administration. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça vous permet de voir comment est-ce que vos applis fonctionnent. Voilà. Donc, App Engine, c'est un ensemble de services. Ludo va vous les décrire tout à l'heure. Donc, c'est un ensemble de services qui sont accessibles via un servlet container, plus quelque chose qui est très important, qui est un peu la partie persistance d'App Engine, c'est le Data Store. Je mentionne quand même que vous êtes aussi capable maintenant de faire du Cloud SQL, Ludo en parlera. Et puis il y a un système de persistance un peu particulier qu'il faut tout de suite commencer à apprendre quand vous faites de l'App Engine. Il faut tout de suite regarder ça, c'est le système de cache. C'est ce qui va vous permettre, en gros, de rester dans des quotas raisonnables. L'idée est là. Donc le Data Store, c'est quoi? On va dire que c'est une énorme HMAP. D'accord? Donc dans le Data Store, vous allez stocker des documents, ce qu'on va appeler les data, et puis ces documents sont accessibles via des index. Plus concrètement, c'est ça. Donc vous allez stocker de l'information dans le Data Store. Il faut vraiment le voir comme un document, ce que vous allez stocker. Il faut le penser comme je prends de la donnée, je la sérialise et je la dépose dedans. Cette donnée, elle peut être le format que vous souhaitez, XML, JSON, une string, du CSV, peu importe. En général, elle a un identifiant. Et puis après, elle va avoir des index qui permettent de récupérer cette information. Il faut vraiment le voir comme ça. Je stocke un document et puis après j'ai des index qui me permettent de le récupérer.
Bon, donc maintenant, on va passer un petit peu en revue les services en détail. Donc, bon, c'était simplement pour faire rire l'audience. C'est un mème donc là, s'il vous plaît, qui décrit les crises de nerfs qu'on peut avoir et éventuellement à configurer. C'est possible, il y a des gens qui le font et qui le font très bien, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à bien configurer un système de load balancing sur EC2, ça demande une certaine expertise. On pourrait lancer un défi d'ici ce soir, quelqu'un développe un site web qui soit capable d'accueillir 200 requêtes par seconde, comme vous avons démontré. Voilà, en 3 heures, comme on a fait dans le lab mercredi. On l'a fait en lab. Donc en fait, en gros, ce que vous, en tant que développeur, vous devez savoir, ce sont l'utilisation des services qu'on vous propose, quoi. Donc ils sont séparés en 4 grosses catégories. La première qu'on appelle Compute, Storage, Network, Services. Bon, j'ai pas pu traduire les mots parce que j'arrivais pas à traduire en équivalent. Mais donc on va revoir un petit peu chacun de ces quatre grandes catégories. Donc au niveau fondamental, on vous offre des VM, mais vous savez pas combien il y en a. Quel est l'operating system, etc. En fait, on vous offre des servlets containers qu'on peut démarrer à la demande, qu'on peut démarrer dans des instances qu'on appelle front-end, qui sont chargées d'accueillir les requêtes utilisateurs, ou des instances de type back-end, qui sont un peu plus conséquentes au niveau capacité, mémoire et CPU, dans lequel vous pouvez lancer des process batch, donc ils n'ont pas de limite de temps au niveau utilisation. Par contre, un front-end va faire un timeout au bout de 60 secondes, c'est-à-dire que si votre requête n'aboutit pas en 60 secondes, premièrement, votre utilisateur ne va plus retourner sur votre site, et deuxièmement, votre application n'est pas bien dessinée. Donc c'est pour ça qu'on tue les requêtes. Il y a aussi un processus de cron, les cron jobs Unix, c'est à peu près la même syntaxe. Donc vous pouvez démarrer des jobs à délai déterminé. Par exemple, afficher, donc faire un trigger d'afficher la photo du président à 20h00, puisque c'est légal en France, quoi, et pas avant. Donc un cron job pourrait faire ça très bien. Donc, front-end pour les requêtes utilisateurs, back-end plutôt pour les traitements batch, donc processing d'image, MapReduce, enfin les gros calculs. Vous l'avez vu en direct, en fait, vous pouvez, avec un slider, configurer le nombre d'instances que vous voulez ou le mettre automatique, ce qui veut dire que en fait, c'est App Engine qui va lui-même décider quand est-ce qu'il doit démarrer une nouvelle machine, en fonction d'un deuxième paramètre qui est le pending latency. Donc, combien de temps vous autorisez un utilisateur à attendre la page avant de démarrer une nouvelle instance pour que la charge commence à se répartir. Donc, deuxième catégorie fondamentale aussi, qui est là par défaut, quoi. Il n'y a pas de site web sans données. Donc, vous faites pas de l'assemblage un peu ésotérique de layers. En fait, on vous offre deux types de database. La première qui est le data store, donc non SQL, et la deuxième qui est toujours en preview, donc en early access, qui est le MySQL. Donc data store, comme il a dit, si vous connaissez HTable, vous maîtrisez data store. Bon, il y a des petites subtilités, mais c'est quand même très simple. Et il est vraiment construit en fait sur les fondements même de tout ce que fait le back-end de Google. Donc le Google File System qui n'est pas exposé au niveau API public, et Bigtable qui est aussi la façon de stocker de manière optimale sur des milliers de disques qui sont accédés par des milliers de CPU de manière complètement distribuée, toute l'information de Google. Donc c'est le fondement de l'informatique chez Google. Donc c'est hautement reliable, synchrone, répliqué sur plusieurs data centers, peut-être sur plusieurs continents. Donc c'est très difficile à casser. Comme test pour s'amuser, par exemple, les quelques ingénieurs de Google en fait éteignent un data center pour voir comment ça se passe. Donc c'est le unit test, c'est je shut down un data center, donc c'est des milliers de corps simplement pour voir comment on fail over.
autre type de contenu, ce sont les données statiques. Donc typiquement, un site web a beaucoup de contenu statique, que ce soit des images. Par exemple, le Google Art Project, qui a été récemment annoncé, tourne sur App Engine. Donc il y a énormément d'images et de navigation dans les musées. Pour votre application, ce type de données statiques sera stocké dans ce qu'on appelle un blob store, qui est aussi complètement répliqué sur tout Internet. Donc les gens auront le temps d'accès minimal entre leur client web et l'accès en blob store qui ne passe pas par App Engine. Donc en fait, vous n'êtes peut-être même pas facturé parce que votre instance en fait n'utilise pas de temps CPU pour servir ces images ou ces sons ou ces gros fichiers. Donc Data Store en fait c'est un seul exemple de code. En fait, je vous conseille de revoir le lab qu'on a mis en open source, donc que la plupart des étudiants ont pu finir en 3 heures de A à Z, c'est-à-dire créer l'application, recevoir le SMS pour dire qu'on est un vrai humain pour accéder au système. Donc, mais en gros, vous faites comment? Il y a une factory qui vous retourne un handler sur un service. Donc là, c'est Data Store Service Factory et chaque service a une factory. Et ensuite, vous l'utilisez de manière très simple. Donc là, pour stocker une entité, vous créez une entité. Vous mettez quelques propriétés, prénom, nom, etc. Et les valeurs de ces paramètres peuvent être string, date, booléen, et après vous le mettez dans le data store. Donc une hash table, c'est très simple, c'est put, get. Voilà, donc c'est la philosophie de programmation, très simple. Maintenant, le pendant de ça, c'est le même cache qui est obligatoire à utiliser, parce que premièrement, il est là, il est toujours up, il est toujours disponible pour vous à être utilisé. Ça permet de cacher de manière en mémoire et de manière distribuée les données qui sont les plus souvent utilisées dans votre application. Donc, un cache, en fait, ça n'a pas de... ça peut disparaître. Donc, il faut que votre application comprenne le fait qu'un cache peut être vide. Mais souvent, les caches de Google ne sont pas vides, donc autant les utiliser plutôt que d'aller dans la base de données pour chercher des entités. Donc les API, encore très simples, comme ce qu'on a vu dans la présentation avant, ou alors le nouveau JSR 107, qui est le Java Cache API, qui finalement est réactivé pour apparaître dans ce que sera Java EE 7, c'est-à-dire que la prochaine version de Java EE qui sortira je ne sais pas quand, mais sûrement pas cette année. Donc on supporte déjà et on suit l'évolution de cette API parce qu'elle est sympa. Depuis peu, on offre en preview Cloud SQL qui est en fait MySQL. Mais MySQL à la mode Google, c'est-à-dire que le file system, effectivement, c'est pas un disque Unix avec une partition IXT enfin c'est le file system distribué de Google. Donc par contre, on vous donne un JDBC driver. Donc une fois que vous avez ce driver, vous pouvez faire en fait tout accès à de base de données que vous faites déjà aujourd'hui en JDBC, y compris JPA 2.0 qui est la spécification qui est dans Java EE 6. Excuse-moi, je parle en anglais parce que c'est mon habitude. Par exemple, j'ai essayé l'implémentation qui est Eclipse Link ou Hibernate. Donc Eclipse Link, même les dernières versions qui sortent marchent avec cette solution. Autre service fondamental qui peut être utile dans beaucoup de types web apps, c'est quoi le métier fondamental de Google? C'est de lire le web. Parce que toutes les minutes, Google indexe vos sites web. Donc la stack qui a été écrite depuis des années chez Google pour lire et accéder au web est complètement optimisée. Au niveau cache, au niveau sortir le plus près du site web dans les réseaux internes de Google, c'est optimisé et c'est ce qu'on vous propose en fait avec ce service qui est
va me lire le contenu de ce site web ou poste quelque chose sur ce site web. Donc là, encore une fois, l'API est extrêmement simple. Vous pourriez utiliser les API de bas niveau du JDK, mais en fait, on ne veut pas vous les exposer parce qu'elles ne vont pas du tout scaler à l'échelle Google, en gros. Donc, c'est bien pour faire une petite démo à un client, mais si vous voulez vraiment scaler au niveau mondial, il faut une stack, et c'est le métier fondamental de Google. Ce que veut simplement dire Google, c'est quand vous faites un URL fetch avec App Engine, c'est comme quand ça va passer par le même circuit que quand Google fait un crawl avec son robot, en fait. Donc la requête HTTP, elle va circuler sur le réseau et arriver vers le serveur correspondant de manière la plus optimale possible, en fait. De manière à ce que les latences soient les plus courtes. Pareil pour le service mail qui est aussi dans le nombre des API qu'on vous offre de manière standard. Et ce qui est intéressant pour le service mail, en fait, une des activités récentes qu'on a eues, c'était de combattre des hackers russes qui avaient réussi à trouver un moyen de créer des applications sur App Engine en utilisant des cartes de crédit volées, donc au moins pour avoir un crédit pendant 10 jours, le temps que la banque s'aperçoit qu'il y a un problème. Mais pendant 10 jours, vous pouvez envoyer énormément de emails. Donc ils avaient essayé de bypasser ça et on a finalement on a réussi à les arrêter, mais c'était une source de soucis pour nous. Donc d'un autre côté, c'est bien. Donc, ça veut dire que les hackers essayent de trouver les failles parce qu'ils savent que s'ils trouvent une faille chez nous, ça peut être très très violent au niveau spam, quoi. Pour vous donner une idée du coup, envoyer un email, enfin vous en avez droit à 200 gratuits par jour, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ou 100 maintenant. Mais pardon ? 100 peut-être. Une centaine. Et en tout cas, envoyer un email, ça coûte 1/10 millième de dollar. Voilà, ça vous donne une idée du coup. En fait, ça coûte rien. Du coup. Bon, vous pouvez aussi envoyer des emails pour activer de la logique, c'est-à-dire que vous envoyez un email qui va en fait se comporter comme un HTTP request sur un de vos servlets. Et là, vous faites du traitement. Donc ça aussi, c'est bien de pouvoir activer de manière email votre application business. On continue dans le network. On a bien sûr les API de chat avec XMPP et puis les API qu'on appelle Channel APIs, qui est le push server un petit peu, qui va bientôt devenir, donc on travaille dessus, les WebSockets telles qu'elles sont définies. C'est pas encore très près. Toutes ces API sont utilisées par les jeux. Par exemple, Angry Bird est un utilisateur extrême des API Channel. Donc, autres services. D'abord, j'ai mis les 3 petits points parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en preview, donc on continue à rajouter des services, c'est clair. Donc, par exemple, si votre site a besoin de manipuler des images, comme dans Picasa par exemple, eh bien vous pouvez en fait utiliser les mêmes services qu'on vous offre via Picasa, mais dans votre application. Donc changer les tailles d'images, miroir, etc. MapReduce, qui connaît MapReduce? Qui utilise MapReduce? Donc j'imagine que vous l'utilisez soit avec des couches open source style Hadoop. Bon, au niveau original, c'est quand même Google qui a inventé le concept, qui a sorti le papier original. Et MapReduce, c'est un des algorithmes fondamentaux aussi de Google. Donc on essaye de mettre, là c'est encore en preview, mais qu'on essaye de mettre à disposition de développeurs via l'App Engine. Donc tout n'est pas au point au niveau, bien sûr fondamental, oui, puisque Google l'utilise depuis des années, mais comment exposer les API publiques, c'est ce qu'on est en train de définir. Conversion de documents ou prédiction, les API de prédiction, si vous les regardez, c'est toujours en early access. Convertir des documents, par exemple Google Docs fait ça très bien. En fait, ce sont les mêmes services que vous pouvez accéder via votre service, votre business. Par exemple, vous envoyez par email à votre application un document en format doc et il vous la renvoie en format PDF. Voilà. Par exemple. Authentification, c'est très simple quand vous voulez authentifier avec des utilisateurs Google. Donc, si vous avez un ensemble de clients qui ont Gmail adresse, c'est très simple. C'est aussi très simple, un peu moins simple quand même, de mettre en place OAuth pour accéder à
à d'autres sites style Twitter, Facebook, pour connecter votre application avec d'autres applications. Le dernier truc en expérimental, toujours en expérimental, on met du temps à le sortir, on veut qu'il soit bien fait, donc c'est ça qui prend du temps, c'est le Full Text Search. Donc c'est en gros un Lucene disponible dans votre application. Je ne sais pas si tu as deux, trois mots, je sais que tu l'attends depuis longtemps. Je l'attends depuis longtemps, donc si vous voulez voir un petit peu l'API, comment elle va fonctionner, vous pouvez voir, il y a une présentation qui a été faite à Google I.O. 2011, dans laquelle ils décrivent la manière dont va fonctionner le Full Text Search. L'idée c'est quoi? Vous allez pouvoir, à la Lucene, indexer un document et le retrouver via de la recherche plein texte en fait. Donc c'est vrai que actuellement, par exemple, vous voulez développer un site web de type CMS et vous devez faire la recherche de certaines pages, c'est pas possible actuellement dans App Engine puisque vous n'avez pas le Full Text Search en fait. Et donc dès que ce sera disponible, à ce moment-là, on aura toute la gamme de recherche qui sera accessible en fait. Donc bien sûr, tout ça a un coût, donc vous pouvez commencer gratuitement. Au lieu de voir des copies d'écran, en fait, je préfère aller sur la page de billing. Donc on va essayer d'aller là. Est-ce qu'on est live? Oui. Très bien. Donc je vais peut-être agrandir un petit peu, mais donc ça c'est la documentation en ligne qu'on offre. Donc ça vous donne une idée des prix. Je ne sais pas si vous pouvez lire du fond de la salle, oui? Non? C'est trop petit? Ça va? C'est bon? Ok. Donc la bande passante sortant, c'est 12 centimes de dollars, pas d'euros, donc c'est un peu moins d'euros par gigabyte. Les front-end, vous voyez qu'il y a différents types de front-end. Par défaut, c'est F1, donc c'est une unité d'instance. Vous pouvez doubler la capacité en F2 et la quadrupler en F4. Si vous réservez des instances par avant, c'est-à-dire que vous êtes capable de prédire votre usage à l'avance, en fait, c'est un peu moins cher, puisqu'on a un concept d'instance discountée, mais il faut nous prévenir, et comme ça on est au courant de notre charge et on peut mieux planifier les data centers. Le concept de back-end, en fait, originellement chez App Engine, il n'y avait que des front-end, donc des limites de timeout au niveau de 30 secondes, des limites de upload, beaucoup de limites qui de toute façon étaient liées à des problèmes de si on ne vous donne pas ces limites, c'est de toute façon aberrant de les dépasser. Backend, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité, y compris par exemple d'utiliser des threads. Donc les threads Java sont supportés dans les backends de façon bien meilleure que dans le front-end. Au niveau stockage, Blob Store, donc 1 gigabyte par mois, c'est 13 centimes. Donc 200 gigabytes, qui est la taille de ma collection MP3, c'est pas beaucoup, pas énormément cher. Maintenant, le Data Store, 24 centimes par gigabyte. Les emails, donc là, c'est ça. En fait, c'est 10 000 pour $1. C'est ça? Je ne sais pas calculer. C'est ça qui est vraiment important de retenir dans la plateforme, c'est que ce n'est pas un ensemble d'API, c'est vraiment un ensemble de services. Et en gros, vous allez bénéficier, en gros, Google vous expose à travers App Engine les services qu'ils utilisent eux-mêmes en fait. Donc maintenant, il y a le coût de stockage et il y a aussi le coût d'accès en lecture ou d'écriture sur le Data Store. Et en fait, pour la lecture, il y a deux types de lecture. Il y a le read et ce qu'ils appellent le small. En fait, le small, c'est lié aux index. C'est-à-dire si vous accédez à vos entités via des index et vous ne récupérez que des index, en fait, c'est moins cher que le read qui retourne toute l'entité. Voilà. Donc, le point, c'est qu'on a un système, premièrement, de mesure extrêmement précis et un système de billing qui est un gros système. Hein. Ça m'a étonné quand j'ai rejoint l'équipe. La partie service, on l'a. La partie offrir des JVM en demand, on l'a. Mais en fait, la partie calcul, combien ça coûte, combien ça nous coûte et combien on va vous facturer, c'est quelque chose de pas négligeable du tout. Et donc, en fait,
Je me demande même comment font la compétition parce que c'est un domaine extrêmement complexe. Savoir biller au niveau mondial, que ça soit de quelques dollars par mois à quelques centaines ou milliers ou même plus de dollars par jour, quoi. Donc c'est un domaine assez intéressant à suivre. Autre lien que je voulais vous montrer, qui est en fait les quotas. Voilà. Il nous reste voilà, un petit peu de temps. Donc les quotas, premièrement, vous avez des API pour surveiller vos quotas, comme ça vous pouvez envoyer un email à quelqu'un si vous vous approchez de la limite des quotas. Donc vous pouvez être prévenu en cas de dépassement avant le dépassement. Bon, après, on arrête. Donc voilà les quotas gratuits. Le Blob Store, c'est 5 GB gratuits. Donc en fait, si vous voulez faire une petite application qui n'est pas utilisée par combien d'utilisateurs, 800 000 utilisateurs potentiels, il y a de bonnes chances que vous pouvez rester dans le monde gratuit. Définitivement, quand vous êtes développeur, c'est gratuit. C'est-à-dire, ou alors il faut vraiment mettre un JMeter en face pour calculer la load, mais si vous voulez simplement débugger votre code et le voir comment il réagit live avec que vous en tant qu'utilisateur, c'est assez dur de dépasser les quotas. Donc voilà, là encore une fois, c'est le nombre d'utilisations par minute. Donc sur les channels, qui est l'équivalent des WebSockets, les conversions API, donc vous pouvez en faire 100 gratuites par jour, avec un maximum de 10 par minute. Enfin, il y a des limites à tous les niveaux, que vous pouvez complètement dépasser quand vous commencez à être en mode billing. Donc 1 giga de data storage avec 200 index, et le mail, donc ça c'était un des gros problèmes. Maintenant, gratuit, on limite à 100 et pas plus de 32 par minute, quoi. Mais après, vous êtes quand même limité, ou alors il faut nous parler, parce que là, il y a vraiment, on veut vraiment savoir qui vous êtes pour envoyer 2 millions de emails par jour, quoi. Et quand on sait qui vous êtes, on peut changer de quota, bien sûr. On peut continuer, non, comme ça on a donc, voilà. pour les questions. Donc, je pense qu'on s'approche de la fin. Nous allons repasser à la présentation. Donc les quotas, on l'a vu. La console d'administration, en fait, on l'a vu tout à l'heure, live, sur le site qu'on a développé pour le lab. Donc elle est très détaillée. Vous pouvez voir les logs, inspecter votre data store, etc. Les outils de développement... j'arrive pas à passer. Donc, sur mon laptop, j'ai ouvert Eclipse et NetBeans, mais donc on supporte les 3 IDE, même si le plugin Eclipse est toujours le dernier vu qu'il est développé par des gens de Google, mais en fait, il y a l'open source NetBeans qui a un plugin qui marche plutôt bien si vous voulez faire du style JAX-RS par exemple, parce qu'il a des wizards avancés, IntelliJ, et bien sûr le monde via Emacs, Command Line, où tous les outils sont disponibles avec Maven. Donc je pense que voilà, on arrive vers la fin. Après, on peut juste aller sur peut-être un site, tu veux dire? C'est sur là où on a mis TP en fait. Ok. Hop. C'est là. Donc le TP qu'on a présenté mercredi, donc il y avait une quarantaine de développeurs qui ont venu et qui ont codé le site de l'élection présidentielle. Il est accessible sur Google Code en fait. Si vous voulez le rejouer, il y a à la fois le texte du TP en ligne. Montre-le peut-être parce que comme le texte du TP, on va cliquer dessus. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour voir les solutions, il faut cliquer sur le slide. Voilà. Donc quand vous aurez face à ça, par exemple, le moment où vous devez créer votre application, si vous voulez voir la solution, il faut cliquer sur le slide. Voilà. Ça ne marche pas avec les laptops Sony modernes à cause d'un problème graphique. Voilà, on voulait garder un petit peu de temps pour... en fait, c'est parce que c'est des CSS 3D et des fois, il y a les cartes graphiques qui ont des soucis. Donc, on voulait garder un petit peu de temps pour des questions. J'en ai une. Tu as parlé de bonnes pratiques pour éviter d'avoir des coûts trop importants sur un banquet. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
le truc de base, c'est le moins vous allez dans le data store et le mieux vous porterez. Donc il ne faut pas hésiter à... Ouais, donc la question c'est comment éviter des coûts prohibitifs en utilisant App Engine. Les coûts en écriture et en lecture, ben voilà, ça peut être des choses, ça peut devenir assez important sur des grosses applis comme par exemple à bon entendeur. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en cache en fait. Le cache, quand vous mettez de l'information en cache, c'est gratuit en fait. L'utilisation du cache est gratuite. Donc vous pouvez stocker au maximum l'information. Il ne faut pas hésiter. À bon entendeur, il y a énormément de choses qui fonctionnent en cache. Aussi bien régler les problèmes de latence, Voilà. c'est-à-dire est-ce que vous voulez un site extrêmement responsif, enfin, je ne sais pas comment on dit, ou est-ce que vous autorisez quelques utilisateurs à attendre 2-3 secondes. Voilà. Donc par, là défaut, aussi, par défaut, App Engine est configuré pour être très réactif. Et du coup, ben voilà, quand il y a du volume, il va tout de suite encaisser, démarrer les instances de manière très rapide. Donc vous avez plutôt intérêt, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, à contrôler ça. Et par exemple, je dis, je ne lance une instance que si ça fait 2 secondes qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Donc effectivement, depuis qu'on a changé les prix en mois de novembre, en fait, il y a une nouvelle activité qui est ah oui, mais mon site est devenu plus cher. Et en fait, maintenant, les gens trouvent des solutions, quoi. Donc on peut trouver sur Guillaume Laforge a blogué dessus. Bon, toi t'as pas blogué dessus, mais tu pourrais. J'encourage une communauté de développeurs à partager les astuces pour optimiser un site, parce que c'est possible en fait. Tous les gens qui ont investi du temps là-dessus ont réduit de manière dramatique leur facture. Une fois que j'ai mis mes données sur le cloud, j'utilise Google SQL par exemple. Oui. Je peux récupérer un dump de... Oui. Donc, je répète la question. Une fois qu'on a les données sur Google, est-ce qu'on peut les récupérer? Que ce soit en data store ou en cloud SQL, vous pouvez bien sûr uploader des données et les downloader après. Oui. Là-bas. Quelles sont les solutions, les limitations de MySQL par rapport au data store? Donc, quelles sont les limitations de MySQL par rapport au data store? Je pense que la limitation numéro 1, c'est la taille. D'accord, donc on ne va pas vous autoriser à faire du MySQL avec 50 terabytes, parce que je ne pense pas même qu'il y a une instance dans le monde qui supporte ça, quoi. Donc en fait, MySQL, c'est plutôt pour... Enfin, c'est vu de Google, quoi, des petites bases de données du style 10 gigas, 20 gigas. Donc c'est la zone de confort de MySQL. Donc ça, c'est le premier... c'est la première grosse différence. Ouais. Et la deuxième grosse différence, c'est que c'est SQL contre NoSQL. Ouais. Donc c'est plutôt, c'est pas être l'un contre l'autre. C'est moi, je viens plutôt du monde SQL et j'ai du mal, même si maintenant j'apprécie énormément en fait la puissance du NoSQL, mais comme disait Patrick ce matin, il faut changer son état d'esprit. Et il y a effectivement les autres, les gens inverses qui sont nés avec NoSQL et qui crachent sur le SQL. Chacun a différents attributs. Et l'intérêt de MySQL maintenant, pourquoi on bouge, enfin Google propose du SQL, c'est qu'il y a énormément une demande client. C'est-à-dire vous avez déjà votre business application qui a été développée, qui tourne avec MySQL, vous voulez le faire tourner sur App Engine, on ne peut pas vous dire non, quoi. Donc pour les nouveaux développements, je conseillerais de regarder Data Store, parce que c'est vraiment intéressant. Mais si vous voulez MySQL maintenant, enfin c'est... Et si vous voyez Oracle, en fait, Oracle fait un petit peu l'inverse. Maintenant, Oracle commence à rentrer dans le monde non SQL. Donc en fait, c'est un équilibre qui se fait petit à petit. Ouais, je vais rajouter 2 choses. La première, c'est nous, on a développé le site de la Conférence des évêques de France, qui est un exemple typique à un moment donné, il y a un très gros pic de charge, entre autres à Noël. Les gens veulent les horaires de messe à Noël, donc là, il faut encaisser énormément de trafic. Le trafic est multiplié par 100 quasiment ce jour-là, en fait. Donc on avait, pour des raisons particulière, on avait nos données sur MySQL et on a été limité, c'est une limite actuelle de MySQL, c'est 100 requêtes par seconde. Voilà. Donc après, par contre, on a été capable de très rapidement, comme les horaires de messe ne changent pas beaucoup, on a été capable d'en mettre plusieurs instances et puis de load balancer sur différents systèmes pour encaisser finalement le trafic qui arrivait.
Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est si vous avez envie de vous frotter au monde NoSQL, je pense qu'un bon endroit pour démarrer, c'est App Engine, parce que vous n'avez pas de hops à faire. C'est-à-dire que vous installez le plugin et tout de suite, vous pouvez commencer à jouer avec le data store, déployer vos applications. Voilà. Donc, pour vraiment passer au monde NoSQL, enfin, vous êtes dans le monde relationnel, c'est assez particulier. Je vous invite à imaginer un problème et à essayer de le projeter sur App Engine, essayer de résoudre le problème. Et là, enfin, arriver à faire cet exercice, c'est commencer à penser NoSQL. Oui. Donc c'est pas un Tomcat, c'est un Jetty, il me semble. On ne communique pas là-dessus. Ah pardon. Ça peut être un Jetty aujourd'hui et quelque chose d'autre demain. Ah, c'est ça que tu veux dire. Ok. Mais il est, par exemple, c'est pas un container de servlet normal, puisqu'il y a des containers de servlet qui supportent déjà, par exemple, les WebSockets. Et ils ne sont pas disponibles là. Un exemple. Non, donc on supporte la spécification servlet 2.5. Ça c'est clair. Donc j'ai fait tourner JAX-RS, en fait, la référence implémentation qui est Jersey, les RESTful Web Services. Je l'ai fait tourner dans App Engine sans problème, quoi. Oui. Si on souhaite faire un service payant, est-ce que vous fournissez un service de paiement comme Checkout intégré avec App Engine? Intégré avec App Engine, non. Mais c'est une bonne question. Je sais que de manière indépendante, que vous soyez client Google App Engine ou que vous tournez sur votre propre hardware, vous pouvez enabler Google Checkout dans votre site web. Donc je pense que c'est orthogonal en fait. On ne fait rien de particulier pour s'intégrer avec Google Checkout, puisque je pense qu'ils sont déjà intégrés en dehors de l'App Engine et ça marche aussi dans App Engine. Donc c'est complètement orthogonal, je crois. Du coup, vous pouvez mettre des solutions en concurrence, PayPal. Tout à fait. Il y a des gens qui mettent PayPal. D'ailleurs, Didier, tu as mis PayPal sur le site principal. Il n'y a aucun problème. Non. Qui est hébergé sur App Engine. Oui. Par exemple, un des exemples. On tolère les boutons PayPal sur les applications App Engine. Un exemple qui est très utile, et qui est tout bête, on a lancé une web série qui s'appelle 42e étage. Qui connaît 42e étage? Pas mal de gens, bravo, merci. Et on ne savait pas quel trafic on allait avoir sur ce site le jour J, en fait, parce que ça pouvait beaucoup buzzer, et ça a été le cas. Il y a Corben qui a envoyé un tweet en disant allez regarder cette web série. Là, on a eu un trafic de folie. Et en fait, on a utilisé App Engine pour. C'est un banal site statique, en fait, 42e étage. Et on l'a hébergé sur App Engine, en fait. C'est tout bête, mais voilà, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous allez vous marier, peut-être qu'il y a plein de gens qui... Je voudrais revenir à ton site sur la conférence des évêques, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire, les 2 seuls jours de l'année où les gens avaient besoin de l'information, ils ne l'avaient pas. Tous les autres jours, on n'a pas besoin d'aller chercher l'horaire de messe sur Internet. Donc, en fait, vous êtes client, donc vous êtes catholique, vous voulez aller à la messe ce dimanche, vous ne pouvez pas parce que le site ne répondait plus. C'est quand même aberrant. Donc il faut mieux payer pendant une journée, mettons même $50, que payer $50 par mois un site PHP qui va exploser. Le jour où on en a besoin. Au final, c'est une dizaine de dollars ce que ça coûte cette journée à la conférence des évêques de France. En fait. Donc en fait, c'est la question qu'il faut vous demander. Est-ce que je suis prêt à ne pas donner l'information le seul instant où on en a besoin? C'est une bonne question. Et j'ai un compte développeur, je veux passer en prod, c'est facile Donc c'est en prod. Vous êtes en prod en fait. Il n'y a pas de compte développeur, il y a simplement des quotas gratuits. Et donc avoir vos propres domain names, c'est possible. On peut mapper votre domain name avec une application App Engine. Il y a une seule limitation pour l'instant, et on travaille dur parce qu'il y a beaucoup de clients qui les réclament, c'est que le mode sécurité HTTPS n'est pas encore supporté.
Ça, c'est sur App Engine et c'est sur mon domaine, en fait. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer qui est assez intéressante sur App Engine, c'est que vous pouvez, en fait, avoir plusieurs versions de votre application accessible, en fait. Ah, je l'ai pas uploadé celle-là. Tu vas aller sur là. Là. Et donc ça, c'est assez intéressant. Bon, là, on n'en a qu'une. On peut avoir jusqu'à 10 versions d'une application en ligne, en fait. Et donc, ça vous permet... moi, c'est ce que je fais quand je déploie une nouvelle version d'AbonEntendeur. Ben voilà, j'ai pas envie de shooter la version où il y a 2-3 000 utilisateurs qui sont en train d'utiliser. Donc, je la déploie sur une nouvelle version. Et puis, à un moment, je la teste moi-même. Et puis, au moment où je suis confiant, où je la même donne à bêta tester à d'autres personnes, et au moment où je suis confiant, je la mets en version default, en fait. Vous pouvez faire ça. Au niveau administration, vous pouvez déléguer des rôles. Donc, il y a des rôles de développeur, owner ou même viewer. Donc, il peut y avoir plusieurs administrateurs, bien sûr, et simplement des développeurs qui ne peuvent pas changer des paramètres runtime. Donc, au niveau billing, en fait, quand vous êtes développeur, vous ne payez rien parce que vous n'avez pas enablé billing. Donc, je ne sais pas comment on dit. Mais dès que vous avez enablé billing, en fait, on commence à vous facturer quand vous dépassez les quotas gratuits. Et surtout, la chose importante, parce que peu de gens le comprennent, on vous facture $9 par mois le fait que vous rentrez en mode billing. Donc, même si votre site consomme 0, comme avant quand vous étiez développeur, vous recevrez une facture de $9 par mois. Oui? L'autre jour, il y avait une conférence, enfin un wiki plutôt, et on disait qu'il y avait un mode entreprise à $500. Oui, donc il y a les 3 niveaux. Il y a le mode vous commencez et quand vous dépassez les quotas gratuits, on arrête. Le mode billing où vous recevez une facture, donc entre $9 et puis 9 plus votre consommation. Et si vous êtes vraiment une grosse entreprise, vous passez dans le mode premium, où là vous avez le droit à 500 applications gratuites, enfin 500 applications, avec ce qu'on appelle un SLA, Service Level Agreement, de 99.95, je crois. Donc, si on tombe en panne, on vous rembourse les coûts pas les coûts dérivés de votre site qui est en panne, mais on vous rembourse quelque chose. Et puis, vous avez accès de manière privilégiée à du support en cas de problème ou de tuning, quoi. Donc, effectivement, les gros clients préfèrent et surtout, au lieu d'être facturé sur une carte bleue, on vous envoie des factures. Donc, c'est votre service paiement qui gère ça, au lieu d'avoir votre propre carte de crédit. Merci beaucoup.